Ils nous ont dit que les livres d'histoire étayaient des mensonges, réécrits pour cacher ce qui se passait dans les couloirs obscurs du pouvoir. Cela faisait des années que j'effectuais des recherches sur la présidence Kennedy, dans l'espoir de découvrir une vérité cachée sur l'homme qui a charmé le monde, mais l'a laissé dans le chaos. Quelque chose ne collait pas dans son ascension, ses décisions ou sa chute soudaine. Mais cette histoire, ce n'était pas ce que je cherchais. Tout a commencé par une série de documents que j'ai trouvés en parcourant des archives classées sur le site de la bibliothèque GFK. Des pages étranges, enfouies dans le non-sens bureaucratique, des mémos top secrets, remplis de symboles et de références aux étoiles. Le genre de choses que l'on pourrait prendre pour de la paranoïa, de la guerre froide. Mais ce n'était pas de la paranoïa. Parmi les documents, il y avait un nom, ou ce que je croyais être un nom, Dranek. Ce nom apparaissait plusieurs fois à côté d'expressions telles que « contact confirmé » et « conditions mutuelles atteintes ». Ce qui m'a glacé le sang, c'est une photo, en noir et blanc, datée du 22 novembre 1963. On y voit Kennedy assis à une longue table polie dans une pièce faiblement éclairée. Il n'était pas seul. En face de lui était assis quelque chose d'humanoïde, le visage masqué par une capuche, les mains anormalement allongées, terminées par des doigts munis de quelque chose de pointu et de réfléchissant. Il n'y avait pas de contexte, pas de légende, juste l'image, sombre et obsédante. La partie rationnelle de mon esprit voulait croire qu'elle avait été trafiquée, de la propagande d'une agence de renseignement rivale. Mais au fond de moi, je savais que j'étais tombé sur quelque chose de terrifiant. Kennedy avait pris contact, pas seulement un contact, un accord. Il n'a pas été difficile de trouver des preuves corroborantes une fois que j'ai su quoi chercher. D'étranges incidents ont entouré sa présidence, des choses passées sous silence dans les archives publiques. Son obsession pour l'exploration spatiale, par exemple. La mission lunaire de la NASA n'avait pas pour but de planter un drapeau sur le sol lunaire. Il s'agissait de tenir quelqu'un ou quelque chose à l'écart. La chronologie est étrangement précise. Sa campagne électorale avait été un tourbillon, trop fluide pour être naturel. Le charisme seul n'aurait pas pu le propulser au-delà de Nixon, un politicien chevronné, ou de tant d'autres candidats. Les gens disaient que Kennedy avait une façon de captiver le public. Il parlait bonnement de ses discours, de son aura, de sa capacité à convaincre les gens de lui confier leur vie. Et si ce n'était pas du charisme? J'ai remonté la piste jusqu'à un événement précis, une réunion clandestine à Nantucket en 1958, lors d'une retraite privée de la famille Kennedy. Seuls quelques assistants personnels étaient présents, et tous ont disparu de la vie publique peu de temps après. Officiellement, ce voyage avait pour but de resserrer les liens familiaux. Officieusement, il a marqué le début de son ascension. Les rapports que j'ai découverts décrivent des lumières au-dessus de l'eau. Un témoin, un pêcheur à la retraite, affirme avoir vu un orbe métallique descendre silencieusement avant de disparaître sous les vagues. L'orbe est laissé revenu des heures plus tard, transportant quelque chose qu'il n'a pas pu décrire parce que le souvenir lui faisait mal à l'esprit. Il n'a pas tenu longtemps après cette interview. Sa femme l'a trouvé se balançant à un arbre 1 mois plus tard. Ce qui est des ressorties de cette rencontre a scellé le chemin de Kennedy vers la présidence. Ses discours devinrent plus précis, son influence plus large, presque surnaturelle. Mais ce n'était pas gratuit. L'accord était assorti de conditions. Le sang lit toujours ces accords. En 1962, les rumeurs de fatigue se sont multipliées. Les gens accusés le stress du travail, la guerre froide, la baie des cochons et les conflits sur les droits civiques. Mais une note de service que j'ai découverte, marquée à nouveau du nom de Dranek, disait le contraire. La note était simple. Il se consume plus vite que prévu.
préparer un autre vaisseau. Un autre vaisseau? Pourquoi? Ou pour qui? Alors que je reconstituais tout cela, la photo s'est gravée dans mes pensées. La chose dans la capuche, de l'autre côté de la table, le noir vide où son visage aurait dû se trouver. Je n'arrêtais pas d'imaginer le contrat écrit avec quelque chose de plus sombre que l'encre, signé par des mains tremblant sous le poids d'un marché qui changerait la Terre à jamais. Kennedy ne négociait pas seulement son héritage, il négociait l'avenir de l'humanité. Plus je creusais, plus l'histoire s'assombrissait. Kennedy n'était pas seulement un président, il était le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand, quelque chose pour lequel notre monde n'était pas préparé. Les documents y faisaient allusion, de manière cryptique et fragmentée, mais le schéma était là. Son accord avec les Dranek n'était pas seulement une question de pouvoir personnel. Il s'agissait de contrôler l'humanité, sous couvert de promesses de progrès et de prospérité. Les premiers signes sont apparus dans ses discours. La rhétorique sur l'exploration spatiale, la promotion des droits civiques, les promesses de lendemain qui chantent. Mais il y avait un courant sous-jacent, une insistance discrète sur le fait que la survie de l'humanité dépendait de l'obéissance, de l'unité. J'ai trouvé des notes dans les marges de ces brouillons, griffonnées d'une main irrégulière qui ne correspondait pas à son écriture habituelle. Des mots comme soumission et ascension ressortent, ainsi que des esquisses de symboles qui ressemblent à des constellations. Les étoiles n'étaient pas seulement une métaphore pour Kennedy, elles étaient un avertissement. Un document sort du lot, une note de service fortement expurgée datant du début de l'année 1963. Il mentionnait un endroit au Nouveau-Mexique, non loin de Roswell, un site d'essai, comme il l'appelait. Le nom de Kennedy apparaissait à côté de celui de Dranek, suivi de la phrase « Le vaisseau est prêt ». Quoi qu'il teste, ce n'est pas pour la mission lunaire. Le mémo faisait allusion à quelque chose d'enfoui sous terre, quelque chose de plus ancien que l'histoire de l'humanité. Un appareil, peut-être, ou une porte. J'ai senti mon estomac se tordre en lisant la suite. Les Dranek n'étaient pas des êtres bienveillants apportant la lumière, c'étaient des conquérants, et Kennedy les avait invités à entrer. Le marché lui promettait du pouvoir, de l'influence et le genre d'héritage qu'aucun homme ne pouvait atteindre seul. Mais le prix à payer, l'humanité deviendrait leur bétail, leur serviteur dans un empire inimaginable couvrant les étoiles. Sa présidence est devenue un jeu de survie, non seulement pour lui, mais pour tout le monde. La crise des missiles de Cuba n'était pas seulement une question de guerre nucléaire, c'était aussi un test. Les Dranek voulaient voir jusqu'où les humains pouvaient être poussés avant de craquer. La menace constante d'annihilation n'était pas un sous-produit des tensions de la guerre froide. Elle faisait partie du plan. L'épuisement croissant de Kennedy avait un sens maintenant. Le poids du marché le rongeait. Les Dranek ne faisaient pas qu'attendre, ils se nourrissaient. Les mémos que j'ai trouvés décrivaient quelque chose appelé « l'attache de l'ombre », un lien qui leur permettait de siphonner l'énergie du vaisseau qu'ils choisissaient. Kennedy était leur marionnette, son charisme une arme qu'ils brandissaient pour faire plier la volonté de l'humanité. Mais le lien était instable et le temps leur manquait. Au milieu de l'année 1963, les proches de Kennedy ont commencé à remarquer des changements. Il parlait moins, souriait moins et semblait distant, comme s'il écoutait des voix que lui seul pouvait entendre. Ses des médecins accusent dans nous le stress et les douleurs chroniques, mais les documents dépeignent un tableau différent. La tâche se défaisait et les Dranek cherchaient désespérément un remplaçant. J'ai trouvé une note glaçante datée du 1er novembre 1963, 3 semaines seulement avant son assassinat. Elle disait « Le vaisseau se brise, Dallas est la clé. Veillez à ce que la transition se fasse en douceur. » Transition. Le mot était resté gravé dans mon esprit comme un éclat de verre.
Ce n'était pas juste un complot pour tuer le président, c'était un rituel. La mort de Kennedy n'avait rien à voir avec la politique ou les luttes de pouvoir. Il s'agissait de terminer le contrat. La dernière pièce du puzzle, et c'est venu d'une source improbable. Un agent des services secrets à la retraite qui avait fait partie du cortège de Kennedy à Dallas. Il avait gardé le silence pendant des décennies, vivant dans l'obscurité, mais sa confession sur son lit de mort a été conservée dans les archives d'un obscur journal. Il a décrit avoir entendu un faible bourdonnement quelques instants avant que le premier coup de feu ne retentisse. Il a déclaré que ce n'était pas un coup de feu qui avait tué Kennedy. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire sans s'étouffer. « C'est venu d'en haut », a-t-il chuchoté au journaliste. Le ciel s'est ouvert et ils l'ont pris. J'ai senti la pièce se refroidir à la lecture de ces mots. L'assassinat n'était pas une fin, c'était un début. Le corps de Kennedy n'était plus qu'une coquille. Les Dranek avaient jamais récupéré leur butin. Et le monde. Ils devaient recoller les morceaux, aveugles aux forces qui avaient façonné son histoire. Après Dallas, le monde est passé à autre chose. Du moins, c'est ce que l'on a dit au public. Kennedy était devenu le symbole d'une promesse non tenue, une tragédie gravée dans la mémoire américaine. Mais en coulisses, ceux qui comprenaient vraiment ce qui s'était passé se démenaient pour contenir les conséquences. J'ai trouvé des références ici à un programme appelé Projet Obélisque, lancé quelques semaines seulement après l'assassinat. Ce programme n'a pas été reconnu publiquement et ses dossiers ont été enterrés dans des couches de confusion bureaucratique. Le peu que j'ai découvert laissait entrevoir son objectif, supprimer les preuves d'une influence extraterrestre et préparer le retour éventuel des Dranek. Mais le projet Obélisque n'avait pas pour but de défendre l'humanité. Il s'agissait de se conformer à la loi. La mort de Kennedy n'était pas seulement un contrat rempli, c'était un rituel pour lier l'humanité aux Dranek. Le sang versé sur la place d'Hiley était délibéré, un sacrifice pour finaliser les termes du marché. Un document décrit les lois des Dranek. La fin d'un vaisseau solidifie le pacte. Sans la fracture, il n'y a pas de domination. Domination. Ce mot m'a fait perdre la tête. Les Dranek ne voulaient pas seulement la Terre comme ressource. Ils la voulaient comme un point d'ancrage, une passerelle vers le reste de la galaxie. Et Kennedy la leur avait donnée, volontairement ou non. En recollant les morceaux, j'ai compris que la mort de Kennedy n'était qu'un début. Les Dranek ne sont pas partis après Dallas. Ils sont restés, travaillant par procuration, manipulant les gouvernements, semant le chaos pour affaiblir la résistance de l'humanité. La guerre du Vietnam, les crises pétrolières, la montée des régimes autoritaires, tout cela a servi leur agenda. J'ai trouvé un document particulièrement troublant datant de 1977 sous l'administration Carter. Il fait référence à une réunion du Conseil des Ombres à Washington, D.C. Parmi les participants figuraient des personnalités politiques de premier plan, des chefs militaires et une poignée de conseillers non identifiés. Le mémo décrit leur discussion. Les préparatifs en vue de l'arrivée se poursuivent. La tâche reste opérationnelle. Le navire n'est pas tombé en panne. Au début, je n'ai pas compris. Kennedy était mort. Son corps avait été enterré, son héritage conservé. Comment la tâche pouvait-elle être encore active? La réponse est venue d'un endroit inattendu. Une lettre personnelle de Jackie Kennedy à sa sœur Lee. Cette lettre, datée de décembre 1963, n'a jamais été destinée à être vue par quelqu'un d'autre. Son contenu est énigmatique, mais une ligne ressort. Ils ne l'ont pas pris, pas vraiment. Je le sens toujours en train de regarder, d'attendre. Mon cœur s'est serré en relisant cette phrase. Kennedy n'avait pas disparu, pas entièrement. La tâche n'était pas seulement un lien avec les Dranek, c'était une prison. Son essence,
Son âme, si l'on croit en de telles choses, y était liée, piégée entre les mondes, alimentant leur pouvoir. Le projet Obélisque ne visait pas seulement à dissimuler l'influence des Draneques. Il s'agissait de maintenir le lien. Chaque décision, chaque conflit, chaque tragédie depuis 1963 avait été conçue pour distraire l'humanité, la rendre docile et lui faire ignorer la vérité. Les Draneques n'avaient même pas besoin d'envahir. Ils étaient d'on et déjà là, tirant les ficelles de derrière le voile. Et Kennedy? Il était toujours leur vaisseau, son héritage transformé en outil de domination. La dernière pièce du puzzle était venue d'un enregistrement audio caché, intitulé simplement « The Ark ». Il est daté du 20 juillet 1969, jour de l'alunissage d'Apollo 11. L'enregistrement retranscrit une conversation entre le centre de contrôle de la mission et les astronautes, mais une voix supplémentaire s'y fait entendre, une voix qui n'avait pas sa place. Elle s'exprimait dans une langue que je ne pouvais pas comprendre. Son ton était bas et résonnant, comme le ronronnement d'un moteur lointain. La transcription comprenait une seule phrase déchiffrée. « La porte est ouverte ». Je n'ai pas pu dormir après avoir entendu cet enregistrement. Les Draneques n'attendaient pas que l'humanité les rattrape. Ils construisaient déjà leur empire, en utilisant la Terre comme base. Et Kennedy? Son sacrifice a assuré leur succès. Au moment où Apollo 11 s'est posé sur la Lune, l'humanité a franchi un seuil sans le savoir. La mission n'était pas seulement un triomphe scientifique, c'était un signal, une déclaration, selon laquelle la Terre était prête à servir les Draneques. La phrase de l'enregistrement « La porte est ouverte » m'a hanté. Quelle porte? Et qu'est-ce qu'Apollo avait vraiment déverrouillé? Plus je creusais, plus les choses devenaient claires. L'alunissage n'était pas une question d'exploration. Il s'agissait d'une activation. En 1971, un rapport confidentiel de la NASA décrivait des relevés inhabituels détectés lors des missions Apollo. Sous la surface de la Lune, les capteurs ont détecté d'étranges vibrations, rythmiques, délibérées, comme si quelque chose était vivant là-dessous. L'auteur du rapport émet l'hypothèse que la Lune n'est peut-être pas un satellite naturel. Son hypothèse est enterrée, sa carrière ruinée. Officiellement, les vibrations ont été considérées comme des dysfonctionnements, mais dans les marges de son rapport, on trouve une note qui fait froid dans le dos. L'arche s'agite, préparez les vaisseaux. Les vaisseaux. Ce mot m'a fait froid dans le dos. Kennedy avait été un vaisseau, son corps un conduit pour l'influence des Draneques. La Lune était-elle un autre vaisseau? Ou pire, était-elle vivante? Les dossiers du projet Obélisque dépeignaient un tableau sombre. Après la mort de Kennedy, les Draneques ont intensifié leur emprise sur les dirigeants du monde entier. L'obéissance n'était pas négociable, un conseil secret, le même conseil des ombres, dont il a été question plus haut, servait d'intermédiaire et veillait à ce que les exigences des Draneques soient respectées. Les archives font état de sacrifices, au sens propre comme au sens figuré. Des guerres ont été orchestrées, les économies étaient manipulées, des nations entières ont été réduites à l'état de pions. Un mémo, daté de 1980-3, décrit une opération appelée Ecliptic Chain. Elle décrit des plans visant à déstabiliser des régions riches en ressources nécessaires à l'expansion des Draneques. Le langage est d'effroi, clinique. Les pertes seront importantes mais acceptables. L'arche a besoin d'être nourrie. L'arche. Ce terme refaisait surface, toujours lié aux Draneques. Ce n'était pas seulement la Lune, c'était quelque chose de plus grand, un moteur interstellaire, un appareil capable de plier l'espace et le temps, et la Terre. La Terre n'était que le carburant. La preuve la plus accablante est venue du récit d'un dénonciateur, sorti clandestinement du projet Obélisque au milieu des années 1990.
Cette dénonciatrice, une physicienne nommée Dr Anya Corrin, affirmait que les Draneques construisaient quelque chose sous la croûte terrestre. Elle a écrit de vastes tunnels s'étendant sur des kilomètres, reliant d'anciennes structures que l'on croyait depuis longtemps en sommeil. Les pyramides de Gizeh, Stonehenge, Teotihuacan. Le rapport du docteur Corrin comprenait des diagrammes de flux d'énergie qui convergeaient tous vers un point, la Lune. Elle pense que les Draneques utilisent ces sites anciens pour puiser l'énergie de la planète elle-même et la canaliser par l'intermédiaire de l'arche. Mais son affirmation la plus effrayante concerne Kennedy. « Il est toujours attaché », écrit-elle. « Ils le maintiennent en vie, non pas dans son corps, mais dans son essence. Son esprit, sa volonté, tout est piégé dans leur réseau, guidant leur plan. Je pensais avoir atteint la fin de la piste, mais une dernière découverte a brisé tout espoir de comprendre toute la vérité. Il s'agissait d'une autre photographie, datant de 1999. Elle montrait un rassemblement au Vatican, un cercle de personnages vêtus entourant un étrange appareil lumineux. Parmi eux se trouvait un homme qui ressemblait étrangement à Kennedy. La photo n'est pas assez claire pour confirmer son identité, mais la ressemblance est troublante. À l'arrière-plan, à peine visible, se trouvait la même silhouette encapuchonnée que sur la photo de 1963, l'émissaire Dranek. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'accord ne concernait pas qu'un seul homme. Le contrat de Kennedy était un modèle, le premier d'une longue série. Les Draneques n'avaient jamais pas besoin d'une invasion. Ils avaient donc déjà construit un empire, un chef à la fois. Au moment où j'ai tout reconstitué, l'énormité de tout cela était suffocante. Les Draneques ne se contentaient pas de manipuler l'humanité dans l'ombre. Ils nous remodelaient, guidant chaque décision importante, chaque innovation, chaque catastrophe. Et Kennedy, il était leur pierre angulaire, le lien qui unissait la Terre à leur volonté. Je me suis retrouvé à fixer la photo de 1999, l'homme qui ressemblait à Kennedy, entouré de personnages conspirant dans les salles sanctifiées du Vatican. Si c'était vraiment lui, qu'est-ce que cela signifiait? Son corps avait disparu, mais son essence était restée captive des Draneques. L'avaient-ils cloné? L'avaient-ils reconstruit? Ou s'agissait-il d'une manifestation de la tâche, des restes de sa conscience asservis à leur but? Les questions s'enchaînaient mais les réponses m'échappaient. Ce que je savais, c'est que l'accord de Kennedy avait cimenté l'assujettissement de la Terre. L'influence des Draneques s'étendait au-delà des gouvernements et des dirigeants. Elle s'est infiltrée dans la culture, la religion, la science. Toutes les facettes du progrès humain ont été détournées pour servir leur agenda. L'arche, la lune, les sites antiques, tout cela faisait partie d'un grand dessein. Les Draneques ne voyaient pas la Terre comme un partenaire ou un allié. Nous étions un rouage de leur machine, notre planète une ressource à drainer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et le pire, la majorité de l'humanité ne le saurait jamais. Le projet Obélisque a fait en sorte que chaque fuite, chaque découverte isolée soit enterrée sous des couches de désinformation. Les lanceurs d'alerte comme le docteur Corrin ont disparu sans laisser de traces. Ceux qui s'approchaient trop près de la vérité étaient ridiculisés, réduits au silence, voire pire. Les Draneques n'avaient même pas besoin de violence pour garder le contrôle. Ils ont utilisé la peur, l'ignorance et l'illusion du libre arbitre. J'ai revu les derniers jours de Kennedy, essayant de comprendre l'homme derrière le mythe. Était-il conscient de ce qu'il avait fait? Les archives suggèrent qu'il connaissait le prix dès le départ. Il n'a pas été contraint ou piégé. Il a conclu le marché de son plein gré, persuadé que c'était le seul moyen d'assurer la survie de l'humanité. À ses yeux, les Draneques étaient inévitables. Mieux valait s'aligner sur eux et préserver un semblant d'autonomie que de risquer l'anéantissement.
mais son sacrifice a eu des conséquences inattendues. La tâche n'était pas censée durer au-delà de sa mort. Le rituel de Dallas aurait dû rompre le lien, laissant la Terre libre de tracer sa propre voie. Au lieu de cela, il a renforcé l'emprise des Dranek, liant l'âme de Kennedy à leur réseau et garantissant la pérennité de leur domination. La dernière preuve que j'ai trouvée est une vidéo cryptée, cachée au plus profond des archives du projet Obélisque. Elle date de 2024, des décennies après la mort de Kennedy. L'image est granuleuse et montre ce qui semble être un vaisseau Dranek en vol stationnaire au-dessus d'un désert lointain. La caméra a fait un panoramique pour révéler une personne debout sous le vaisseau. Un homme en costume dont les traits sont masqués, mais qui est indubitablement familier. Il lève la main en signe de reddition et le vaisseau descend, l'enveloppant d'une lumière aveuglante. La vidéo se coupa sur des parasites, mais le rapport d'accompagnement était clair. La tâche persiste. Envoi d'un émissaire Dranek. Kennedy reste l'intermédiaire. J'ai eu le souffle coupé en lisant ces mots. Kennedy n'était pas qu'une relique du passé. Il était toujours là, toujours lié au Dranek, toujours en train de façonner le monde derrière le voile. Sa présidence avait été le point de départ de quelque chose de bien plus grand, une réaction en chaîne qui s'était étendue sur des décennies et qui se poursuivrait probablement pendant des siècles. Le contrat qu'il a signé n'était pas seulement le sien, c'était le nôtre, celui de l'humanité. Nous étions tous attachés, notre destin étant lié à celui de l'Empire Dranek, et il n'y avait pas d'issue. J'ai fermé le dossier et je me suis assis en silence, le poids de la vérité pesant sur moi comme la gravité. Le sourire de Kennedy, autrefois symbole d'espoir, me rappelait le prix que nous avions payé. Son héritage n'était pas celui du progrès ou de l'unité. C'était un héritage de servitude, scellé dans le sang et l'ombre, sous un ciel qui ne nous appartenait plus.